Merci une fois encore d'ovationner tous les candidats juste en coulisses. On les ovationne. Ils vont passer à tour de rôle ce soir à cette grande finale, s'affronter idée contre idée pour repartir avec le trophée de cette 9e édition des Joutes verbales francophones Togo. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. Je le disais tantôt, ils seront sanctionnés. On va les découvrir avant de faire place à cette première partie. Étudiants en licence, première année en économie de développement à l'Université de Lomé. Veuillez accueillir Monsieur Abalo Hubert. C'est l'heure. Titulaire d'une licence en audit et contrôle interne à l'Institut supérieur de management Adonai, Monsieur Akpeko Komi Moïse. Titulaire d'une licence en droit des affaires à l'Université de Lomé, Monsieur Bédou Elvis Randolph. Titulaire d'un master en droit des affaires à l'École supérieure d'audit et de management, Monsieur Kwevi Ama Didier Billy Yannick. Étudiante, si vous voulez, étudiant en licence 2 en architecture à l'École supérieure des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, Monsieur Nama Cyriel Johan Kenzi Idriss. Étudiante en licence 3 en médecine à l'Université de Lomé, Mademoiselle Nikabou Djete Teresa. Titulaire d'une licence en droit des affaires à l'Université de Lomé, Mademoiselle Cédar. Elle est étudiante en licence 3 en agronomie à l'Université de Lomé, Mademoiselle Churu Napo Ordela Dijao. Et enfin, il est étudiant en licence 3 en économie internationale à l'Université de Lomé, Monsieur To Kodjovi Gentil Raoul. Merci de les ovationner, mesdames et messieurs, pour les raccompagner. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. Je suis chagriné de ce que 76 ans après l'apparition des droits de l'homme et plus de 60 ans après les indépendances, la justice de notre nation ne connaisse pas d'évolution. Je suis chagriné de ce que notre nation, notre société n'arrive pas à faire preuve de compréhension et de tolérance. Pas plus que la paix entre nous, qui reste un défi majeur. Si on fait le texte. Je suis déçu de ce que certains se sont encore indifférents face aux efforts du petit colibri d'éteindre à lui seul l'énorme incendie écologique qui ravage notre société. C'est pourquoi je viens devant vous ce soir pour que de commun accord, nous tenions la plume de l'écriture de notre histoire afin qu'ensemble, nous réinventions notre avenir dans un monde plus juste, pacifique et durable. Je suis Hubert Abalo, un produit de notre nation, l'enfant du peuple, comme le diraient certains. Et ce soir, je suis votre nouveau président. En effet, réinventer, sinon repenser ou refaire un monde ne pourra partir que de ce qui a déjà été pensé ou fait. Et l'histoire est témoin qu'un monde juste, pacifique et durable a déjà été pensé, mais n'a pas su être réalisé. Aussi, le défi de mon gouvernement et moi sera de repenser ce monde pour qu'il nous soit, dans un premier temps, plus juste. Je vous propose
Une nation plus juste, dans laquelle nous quittons les couloirs de mort de nos CHU à des hôpitaux de vie de référence pour tous. Une nation dans laquelle les parents ne feront plus d'enfants à cause des délestages. Nous aurons l'électricité et l'accès à l'eau potable qui seront ceux dont nous aurons en permanence. Je vous propose une nation dans laquelle chaque étudiant, après sa licence, pourra trouver ne serait-ce qu'un stage et un stage rémunéré. Une nation dans laquelle les taxes ne seront plus la bête noire de nos jeunes entrepreneurs. Une nation dans laquelle l'équité et le respect des droits de l'homme est placé au cœur des préoccupations. Je vous propose ce soir une nation plus juste, dans laquelle l'intérêt général est placé au-dessus de toute considération. Au moment où la haine déchire notre peuple, le défi de mon gouvernement et moi dans un deuxième temps sera de réinventer un monde à nous plus pacifique, où des quatre coins de notre pays, les hommes et femmes se reconnaissent frères et sœurs. Nous devons quitter les blessures des crises antérieures pour nous diriger vers le processus du pardon, de la réconciliation et de l'unité nationale. Au moment où notre pays est au jour le jour confronté à une crise sécuritaire énorme, plus que jamais, nous serons aux côtés de nos héros de la nation. Nous mettrons en place un fonds spécial défense qui nous permettra de mettre à leur disposition des équipements qui quantitativement et qualitativement répondront aux besoins du terrain. Mesdames et messieurs, la situation sécuritaire en Afrique ces dernières années nous aura à suffisance montré que le feu qui brûle chez le voisin peut nous atteindre lorsque nous restons indifférents. Plus de 10 millions de morts et 500 000 femmes violées dans la guerre en RD Congo, selon le Vatican News. Mesdames et messieurs, le barbarisme a assez duré. Les dirigeants égoïstes ont trop régné. Si la communauté internationale est trop occupée à autre chose, c'est à l'Afrique de mener sa propre lutte. C'est à nous de mener notre propre combat. Chers concitoyens, vous serez d'accord avec moi que justice ni paix ne pourront être dans un monde qui lui-même n'est pas. Combien ne sommes-nous pas à faire ce geste, aussi simple soit-il, détruire notre écosystème? Nous devons faire de la lutte écologique une lutte individuelle. C'est pourquoi, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, nous mettrons en place un spécial comité de sensibilisation de protection de l'environnement. L'heure n'est plus au long sommet interminable sur la chose, mais à une prise de conscience rapide des acteurs écologiques. Ce soir, moi, Hubert Abalo, vous propose de réépouser la vision de Sankara, où pour la patrie ou la mort, nous vaincrons. Votez l'enfant du peuple, votez pour le changement, votez Hubert Abalo, je vous remercie. Merci de raccompagner Hubert Abalo, le premier candidat. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. En me tenant devant vous ici ce soir, je porte non seulement l'espoir des générations à venir, mais également le poids de notre histoire. Hier encore, dans leur dernier retranchement, nos aïeux nous laissaient avec cette promesse. La promesse d'une nation plurielle, la promesse d'une nation plus égalitaire, la promesse d'une nation de paix, une nation dont l'avenir ne s'écrira pas en pointillé. Mais aujourd'hui, nous, qui sommes les successeurs de nos pères et les héritiers de notre terre, nous n'arrêtons pas de nous faire la guerre alors que le monde suffoque et que l'humanité agonise. Désormais, tout ça c'est fini. Je suis le guerrier pacifique et en ce jour fatidique, je tiens à vous rappeler les deux valeurs fondamentales qui guideront mes actions pour le prochain quinquennat. La première sera notre armure, le brassage culturel. Adolescent, je me rappelle quand j'exprimais à ma mère mon désir d'épouser une fille du Nord, moi, le garçon du Sud. Et elle me répondait avec désinvolture, « Tu n'auras que tes oncles pour porter la dot. » À l'époque, nous en rigolions beaucoup. Mais cette réponse alarmante est symptomatique de notre société d'aujourd'hui. L'appréhension de notre diversité. La diversité est cette valeur qui devait enrichir notre vivre ensemble. Et pourtant, elle est la cause de tant de conflits.
Je vais remobiliser le cadre national d'échanges interculturels et religieux dans un dialogue permanent. Instaurer la semaine de la diversité qui sera célébrée chaque année où chaque ethnie, chaque religion, chaque minorité aura le droit de citer. Parce que le respect et l'acceptation de la différence de l'autre est le fondement de notre pacte social. Un peuple uni et solidaire favorise la synergie des idées et des compétences. Un peuple uni et solidaire fait davantage barrière aux intrusions terroristes et devient un allié pour les forces de l'ordre. Du désir à la réalité, la future première dame et moi, nous sentons privilégiés de pouvoir incarner ce brassage culturel que nous appelons de tous nos voeux. La seconde valeur sera notre épée, l'éducation des jeunes. J'ai récemment assisté au procès d'un jeune multirécidiviste. Une affaire très sérieuse qui a fini par découvrir un moment d'hilarité. Lorsque le plaignant vante les mérites de l'accusé dans sa facilité à escalader les murs pendant la course-poursuite. De quel avenir oserions-nous rêver sans notre jeunesse? Aucun. Notre nation a sans doute perdu là un médaillé, un champion de 110 mètres haies. C'est tout simplement une faillite collective. Je vais opérer une réforme progressive de notre système éducatif. Des centres d'études spécialisés seront construits dans chaque région avec un accès ciblé à l'éducation des jeunes. Je vais mettre en place une politique de détection précoce de talents où chaque jeune aura la possibilité d'exceller à la faveur de ses prédispositions naturelles. Parce que la jeunesse est notre gage le plus précieux pour des institutions plus fortes demain. Il n'y a pas d'institution forte sans homme fort. Alors si l'enfant est le père de l'homme, ne nous trompons pas de combat. Le bien-être de la famille, la première des institutions, sera le centre de mes priorités. Mesdames, messieurs, avec cette armure et cette épée que sont le brassage culturel et l'éducation des jeunes, nous pouvons repenser notre avenir avec plus de sérénité. La nuit a été lente à se dissiper, le jour lent à se décider. Enfin, ce soir, notre rêve prend forme. Votre mobilisation ce soir m'inspire que nos concitoyens ont compris que nos différences ne font pas le poids face à ce qui nous unit, notre humanité. Décider de me porter au pinacle, c'est faire le choix de notre avenir en commun, l'avenir des générations futures. Et je puis vous assurer qu'en dépit des funestes présages, l'avenir, ce n'est pas ce qui arrivera demain, mais c'est bien ce que nous aurons décidé d'en faire aujourd'hui. Alors je vous en conjure, n'essayons pas de réinventer le monde, parce que nous ne l'avons jamais inventé. Faisons plus simple. Ensemble, aménageons un monde plus juste, pacifique et durable. Et que Dieu bénisse la terre de nos aïeux. Alafia. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. En cette soirée du 21 septembre, consacrée à la Journée internationale de la paix, depuis 1981 par l'ONU, j'aimerais honorer la mémoire de nos frères et sœurs, ces héros tombés au front sous les balles du terrorisme pour préserver la paix. Paix à nos mères, victimes des incendies qui ont ravagé leurs marchandises dans les marchés de Kara, à Sigamé, à Siyeye, Kégué. Paix à vous qui vivez des situations précaires telles que le chômage, la maladie, la déception, connue sous le nom du goumin. Ce soir, j'apporte depuis le temple de Thémis l'espoir d'un monde nouveau, une cité réinventée, plus juste, pacifique et durable. Éternel, bénisse la cité et de ses enfants les conducteurs. Citoyens, fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre chère cité et célébrer sa beauté. Chers compatriotes, shalom, assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. C'est l'histoire d'un peuple qui vit depuis la nuit des temps dans la précarité. Un peuple qui a placé son espoir dans les promesses de ses dirigeants, mais hélas, il s'est retrouvé dans la peau de Bamilta avec un bonheur illusoire comme le pain à la plume de Caféchina. Et dans les abysses du désespoir, j'entends mon peuple qui suffoque à petit feu dans la misère. Il attend un signe. Ce soir, il envoie vers vous son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Je suis votre président, votre sauveur. Chers étudiants,
Je me souviens des conditions pénibles dans lesquelles nous avons étudié. Et je vous garantis que le système LMD sera amélioré, adapté aux réalités du marché et de l'emploi. Pour vos cours, je construirai des amphithéâtres plus grands et bien sonorisés. Dans les bus universitaires climatisés, avec Wi-Fi, vous ne serez plus entassés. Vos fonds d'aide étudiants, que dis-je, vos tranches vont grossir, ils seront rehaussés. Notre pays ne connaîtra plus de coupures intempestives d'électricité. Dans notre pays, les moments de pluie seront des moments de joie, car nos maisons ne seront plus inondées. Adieu les caniveaux à ciel ouvert qui emportent la vie de nos enfants. Chère Fidélia, ta scolarisation sera ma priorité. Le respect de tes droits, ton insertion et ton autonomisation dans le milieu professionnel seront mon combat. Ensemble, nous saisirons ces opportunités pour impacter notre nation. Car je veux promouvoir des femmes qui brandissent Je veux promouvoir des femmes avec des compétences sans faille. Je veux distinguer des femmes qui brandissent l'arc de l'audace comme Rosa Parks. Je veux élever au rang de reine les leaders de demain. Jeune sœur, inspire-toi des candidates à cette élection présidentielle pour être un modèle de référence. Je veux bâtir une nation tenace comme un baobab. Ses racines seront le soubassement de la démocratie, un tronc qui marine bien avec le respect des droits de l'homme et des feuilles qui incarnent la saveur de la justice. Oui, la justice, cette justice que nous avons tant voulu, car sans justice, il n'y a ni paix ni durabilité. Je veux bâtir une justice pecunia publica omnibus est, c'est-à-dire le jet, l'argent public du peuple sera utilisé au service de tous. Je prends solennellement l'engagement d'utiliser ces fonds pour garantir l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé, de préserver votre sécurité, de préserver l'environnement, de renforcer le système de sécurité, de renforcer le marché de l'emploi, de renforcer le système éducatif. Ô chers compatriotes, le jour de gloire est enfin arrivé. Unissons nos forces pour bâtir sur la terre de nos aïeux une nouvelle cité, car ensemble, tout est possible. Nous sommes le monde. We are the world. J'ai besoin de vous pour rebâtir le monde, car seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Notre esprit d'équipe sera aussi un esprit de conquête pour jouir des fruits de cette nation que nous voulons construire. Commençons maintenant. Dès ce soir, ne négligez rien. Ne négligez pas votre avenir. Ne négligez pas les consignes des agents de sécurité. Ne négligez pas votre casque et votre ceinture de sécurité. Ne négligez pas les consignes de vos parents. Ne négligez pas votre avenir. Ne négligez pas nos valeurs. Ne négligez pas nos traditions. Car c'est avec cette synergie que nous chanterons à nouveau dans un monde plus beau. Partout au lieu de la misère, apportons la félicité. Chassons du monde la reine rebelle. Fini l'esclavage et la captivité. À l'étoile de la liberté, renouons la solidarité des nations dans la fraternité. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'était Bédou Elvis Randolph, candidat numéro 3. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ceci n'est pas une balance. Non, vous n'avez pas devant vous un instrument qui s'utilise au marché ou à la boucherie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous avez devant vous un idéal, un monde dans lequel nous serons enfin écoutés, un monde dans lequel personne ne serait laissé de côté. Mais, mesdames et messieurs, force est de constater que malheureusement, la réalité est tout autre. Car nous naissons dans un monde plein d'injustice. Alors même qu'un enfant pousse son premier cri, l'injustice s'invite dans sa vie. Comment pouvez-vous expliquer que dans un même hôpital, dans une chambre, un enfant naisse bien portant, vigoureux, alors que juste à côté, un autre naît mal formé, déformé, handicapé? Dans une même maison, un foyer est plein aux as, alors qu'un autre peine à joindre les deux bouts. Triste constat, ce monde, mesdames et messieurs, est profondément
injuste. Comment donc dans ce climat peut-on parler de paix? Comment peut-on parler de paix, de surcroît dans notre pays, alors que la méritocratie a laissé place au favoritisme? Comment pourrait-on parler de paix alors que les dirigeants sont élus, non pas parce qu'ils sont méritants ou compétents, mais simplement parce qu'ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, ou simplement à cause de la lourdeur de leur poche? Il y a de cela 2 semaines, j'ai fait la rencontre d'Abdoul, ce père de famille compétent. Il se plaignait d'avoir été évincé de son poste de directeur financier d'une grosse boîte de la place, remplacé par le cousin du maire, un monsieur sans aucune qualification, aucune année d'expérience. Mesdames et messieurs, force est encore de constater que la paix est bafouée dans notre pays par ces comportements de corruption, ces comportements de profonde inégalité. Et voici encore que notre idéal vacille sous le poids de toutes ces inégalités. Regardez ce dispositif, mes chers compatriotes. On pourrait penser que c'en est terminé de notre monde. Et pourtant, je m'engage, quand vous me porterez à la magistrature suprême de ce pays, à garantir la justice par le biais de procédés pratiques qui visent à donner une seconde chance à ceux qui de base en sont défavorisés. Je m'engage à instaurer une justice, une discrimination positive. Elle consistera notamment à offrir aux personnes handicapées, aux femmes, aux personnes des milieux ruraux, les mêmes chances sur le marché de l'emploi. Il s'agira d'établir un quota minimum d'entretien et de recrutement pour ces personnes afin qu'ils aient les mêmes chances d'accéder à l'emploi comme vous et moi qui sommes vivants et bien portants. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons, un temps soit peu, essayer de rééquilibrer notre société. Qu'en est-il de la paix, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes? J'instaurerai une politique de méritocratie et avec moi, j'aurai le peuple et la société civile qui contribueront à porter un regard plus porteur sur les élections et les nominations, afin que ceux qui parviennent à ces postes soient vraiment des personnes méritantes. Mesdames et messieurs, j'instaurerai une loi sur les lanceurs d'alerte, afin que toute personne qui se sent victime de corruption puisse dénoncer ce fléau de façon anonyme. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons, encore une fois, essayer d'équilibrer la balance. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'avec cette équation, justice plus paix égale durabilité, que nous pouvons contribuer à bâtir un pays meilleur. Durabilité écologique dans un pays où les minorités peuvent enfin s'associer pour le bien-être de la planète. Durabilité économique dans un pays où la méritocratie pousse chaque personne à développer son pays. Vous n'êtes pas dupes, chers compatriotes, vous l'aurez remarqué, cette balance n'est pas parfaitement équilibrée. C'est parce que seul, je n'y arriverai pas. Souvenez-vous dès aujourd'hui que votre poids compte. Votre poids compte dans cette balance pour nous offrir un Togo meilleur. Votre poids compte pour contenter et nous aider à rééquilibrer cette balance. Seul, je ne peux pas. Mais ensemble, nous pouvons contribuer à rééquilibrer notre société. Mes chers compatriotes, ensemble, réinventons un monde juste, pacifique et durable. Kwevi Amadi Diebili Yannick, candidat numéro 4. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je suis né dans un pays où la liberté s'est signée dans le sang de milliers d'hommes. Je suis né dans un continent à l'histoire aussi sombre que la couleur de ses hommes. Un continent autant riche en couleurs qu'en douleurs. Il paraît que c'est le berceau de l'humanité. Donc il va de soi que son histoire commence par des pleurs. Mais aujourd'hui, il est plus que temps de sécher nos larmes. Il est plus que temps de réécrire notre histoire. Il est plus que temps de passer du berceau de l'humanité au jardin d'Éden. Mes chers amis, regardez. Dans ma main, je tiens une simple feuille de papier. Et bien qu'elle puisse porter de belles pensées ou des idées novatrices, au moindre frottement, à la moindre pression, hop,
elle se déchire. En revanche, un livre, constitué de nombreuses simples feuilles de papier, habilement assemblées et unies par une rayure solide, résiste au temps et aux épreuves. Alors imaginez ne serait-ce qu'un seul instant ce que ça donnerait si nous travaillions main dans la main. Si chaque voix, chaque pensée, chaque action s'assemblait dans un livre collectif, le livre de notre patrie, eh bien il raconterait une magnifique histoire. Alors, enfants du pays de nos aïeux, unissons-nous et ensemble, oui ensemble réinventons un monde plus juste, pacifique et durable. Nous sommes le 21 septembre aujourd'hui. C'est la journée internationale de la paix. Pourtant, au moment où je vous parle, une mère regarde tranquillement sa fille dormir pendant qu'une autre tient la dépouille de son enfant. Des jeunes jouent innocemment avec un ballon tandis qu'un soldat vient de poser le pied sur une mine. Un père caresse le visage de son fils aîné. Un autre n'arrive même plus à voir le visage du sien tant il est recouvert par le sang. Une famille marche dans la rue en se tenant par la main. Un petit garçon n'a retrouvé que le bras de son père dans les décombres après la bombe. Où va notre monde? Où va notre nation? Aujourd'hui, le meurtre est une activité, le viol un divertissement, la famine une absurdité. L'esclavage. Les citoyens sont des esclaves. L'amour est un leurre. Où va notre monde? Nous sommes au fond du gouffre. Mais de même que Martin Luther King avait un rêve, moi j'ai une vision entièrement soutenue par des politiques novatrices, une vision au bout de laquelle nous pourrons mettre en place le changement, une vision pour réinventer notre nation. Chers amis, réinventer notre nation, c'est penser autrement, c'est-à-dire repenser notre avenir. Repenser notre avenir, c'est imaginer un monde où chacun a sa place, où les richesses sont partagées de manière équitable et où la nature est respectée. Repenser notre avenir, c'est militer pour la paix dans le monde. Repenser notre avenir, c'est dire non aux discriminations, non à l'inégalité, non à la pauvreté. Repenser notre avenir, c'est mettre l'écologie au cœur de nos préoccupations. Repenser notre avenir, c'est faire de la solidarité le ciment de notre société. Repenser notre avenir, enfin, c'est comprendre que chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir à son échelle. Et lorsque nos échelles se joindront, soyez-en sûrs que nous pourrons toucher le ciel. Ce soir, chers compatriotes, je ne veux pas être président. Oui, vous m'avez bien entendu. Je ne veux pas que vous fassiez de moi un président. Ce titre est aujourd'hui synonyme de promesses non tenues et de discours enflammés qui peinent à se traduire en actions concrètes. Je vous demande une seule chose. Confiez-moi une mission. Celle de porter et d'incarner vos aspirations. Une mission qui porte en elle des actions réelles, pas des beaux mots. Je veux être l'architecte d'un avenir que nous façonnerons ensemble. Je veux être un catalyseur de changement, un rassembleur de bonne volonté et avant tout, votre serviteur dévoué. Que cet engagement, car la présidence ne se mesure à notre capacité à faire évoluer les choses ensemble. Oui, ensemble. Que Dieu, nos ancêtres, et vous, ma famille, m'en soyez témoins. Moi, Nama Cyriel Yohan Kenzi Idriss, je fais le serment solennel de donner ma vie à la défense et à l'honneur de notre patrie. Que ce serment soit le reflet de mon engagement envers vous, mes très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre nation, la partie de nos aïeux. Amen. Je vous remercie. Merci de raccompagner le candidat numéro 5, Nama Cyriel Yohan Kenzi. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Frères et sœurs patriotes, qui comme moi aimez notre patrie, je vous salue fraternellement. Cette journée solennelle marque la croisée des chemins. Aujourd'hui, deux possibilités s'offrent à vous. Continuer avec une politique passéiste inadaptée ou choisir de réinventer notre monde et opter pour le changement. Vous le savez, longtemps notre nation a baigné dans l'insécurité, l'injustice, la corruption, plongée dans l'attente indescriptible d'un lendemain meilleur. Mais enfin ce soir, une fois encore, l'occasion nous est donnée de décider du chemin à suivre pour les années à venir. Ce soir, chers compatriotes, je représente la justice, je représente la paix. Je suis pour le mandat à venir le choix de la raison et la raison de votre choix.
qu'apporter votre vote sur ma personne, c'est choisir la compétence, c'est choisir le dynamisme, c'est choisir l'action. C'est choisir de l'eau potable pour tous au lieu du champagne pour quelques-uns. C'est choisir une éducation de qualité, de la santé pour tous. C'est choisir de réinventer ensemble un monde plus juste, pacifique et durable. Et parce que vous avez conscience que ce renouveau ne se fera pas avec des objectifs irréalistes, mais plutôt spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables dans le temps, chers concitoyens, ensemble, main dans la main, nous travaillerons à la réforme de 3 secteurs prioritaires que j'ai nommés les 3 points. Le social, l'économie et l'environnement. Point 1, le social. Le champ est vaste, je vous l'accorde. Aussi, l'urgence pour mon équipe et moi sera de répondre aux besoins en termes de santé, d'éducation et d'inclusion des personnes en situation de handicap. Plus concrètement, un budget de 700 milliards de francs CFA sera alloué à l'application du projet SEPT, Santé, Éducation pour tous. Ce projet permettra de créer dans chaque préfecture un centre de santé qualifié et de mettre en place un centre de formation professionnelle qui permettra l'insertion et la formation des personnes en situation de handicap. Car vous ne le savez peut-être pas, mais c'est 10,73%. 10,73%, c'est le taux de personnes en situation de handicap recensé en 2022 dans notre pays. De plus, l'éducation sera adaptée à l'ère du numérique et les filières réformées de manière à répondre aux besoins de notre économie nationale. Ce qui m'amène au point 2, l'économie. Moi, présidente, ce sera le renforcement de la compétitivité de nos entreprises nationales. Nous allons accompagner le processus de création d'entreprises. Et pour les nouvelles structures, une exonération d'impôts d'1 an sera mise en place. Et pour vous, chers jeunes, qui, je le sais, êtes porteurs de projets novateurs, un fonds de financement sera mis à disposition. Nous allons accompagner la création locale. Nous allons favoriser le consommer local. Nous allons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Nous allons accompagner l'agriculture. D'ici 2030, 800 milliards de francs CFA seront investis dans l'économie. Et je ne fais pas de la démagogie. L'environnement sera au cœur de nos préoccupations. Et pour cela, nous vous proposons des solutions durables qui permettront de réguler l'utilisation du charbon de bois et de faire un reboisement en masse. Car vous le savez, pour évoluer, nous avons besoin de vivre sainement. Nous avons besoin que nos enfants vivent dans un monde sain, un monde durable. Parce que le cœur de ce projet, chers concitoyens, c'est vous. C'est votre bien-être. Je ne saurais m'en aller sans vous garantir que moi, présidente, ciel et terre passeront, mais la corruption ne passera pas, la gabegie ne passera pas, l'injustice ne passera pas. Tous les fauteurs de troubles, tous les mécréants, tous les assassins, tous les violeurs, tous les menteurs seront poursuivis. Pas de repos pour les méchants. Aussi ce soir, j'en appelle à vous, chers concitoyens, à vous, mes frères qui me regardez. Ce changement ne se fera pas seul. Ce monde juste sera fait avec vous et par vous. Ensemble, nous construirons une nation prospère, où la justice et la paix vont de pair. Une nation où chacun pourra manger au moins 3 fois par jour. Une nation où tous les privilèges ne seront pas que pour certaines personnes. Une nation où nous n'allons pas seulement inaugurer les feux rouges, mais faire des routes bitumées. Une nation où les libertés fondamentales seront respectées. Parce que le fétiche sur le toit de Karaba, la sorcière, ne nous surveillera plus, ne nous espionnera plus. Une nation où la paix, où l'amour seront les valeurs les mieux partagées. Une nation où chaque voix, où votre voix, madame, où votre voix, monsieur, sera entendue. Et parce que ce soir, je représente la voix des sans-voix. Parce que ces valeurs, je les incarne. Parce que cet idéal, je le veux pour notre patrie. Parce que je suis le coupon gagnant. Il vous incombe de m'élire. Il vous incombe de voter Nikabou Teresa à la tête de cette nation. Je vous remercie. Merci de raccompagner mademoiselle Nikabou. J'étais Teresa. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Nous avions eu toutes sortes de désirs, sauf celui-là. Nous avions fait toutes sortes de rêves, sauf celui-là. Oui, chers concitoyens, nous n'avions pas pensé à en arriver là. Nous sommes le 21 septembre 2024. Où en sommes-nous?
Nous sommes au point où 253 millions de personnes vivent l'injustice extrême, selon un rapport publié par l'ONU en 2023. Nous sommes au point où les exigences les plus basiques des droits de l'homme peinent à être respectées. Nous sommes au point où nous avons encore du mal à faire confiance à la justice de notre propre pays. Nous sommes au point où certains de nos concitoyens saignent pour avoir une maigre rémunération à la fin du mois. Nous sommes au point où les disparités et l'exclusion de certaines franges de notre société sont encore nos réalités. Au point où nous avons l'épée de Damoclès qui pèse constamment sur notre tête à cause des pratiques non durables accumulées au fil du temps. Nul besoin de finir la série de ces faits sinistres, parce que ces réalités, vous les connaissez. De ces injustices, nous en sommes venus à des frustrations aux révoltes, des révoltes aux indignements, des indignements à des déchirements. Plus les jours passent, plus profonde devient la tombe de la paix et notre chère et unique terre qui disparaît à petit feu. Où allons-nous? Nul ne sait de quoi sera fait l'avenir, s'il sera sombre ou radieux, propre ou sale, en paix ou en proie aux guerres. Mais tout dépendra de la manière dont nous décidons aujourd'hui de le façonner. Et puisqu'il urge qu'il souffle sur cette nation le vent de la révolution, moi, Cédor Mokpopo Victoire, candidate à la magistrature suprême de ce pays, et mon équipe, nous nous portons garant pour insuffler à cette nation le vent de la révolution, l'ambition d'emprunter une voie nouvelle qui nous amènera vers un pays nouveau qui jusqu'ici n'existait que dans nos désirs les plus profonds. Le désir d'une nation où les cas d'injustice se raréfient. Une nation où la mélodie issue de la réunion des différences ne sera plus une dissonance. Une nation où les statistiques et les prévisions sur la dégradation de notre environnement seront de moins en moins alarmantes. Mais comment comptons-nous y arriver? L'humain. Je suis la candidate qui croit en l'humain, qui, tout comme Simon Bolivar, pense que le premier rôle de chaque État est d'éduquer son peuple. Une éducation au visage nouveau, qui consistera concrètement à nous départir des modèles traditionnels pour embrasser les modèles alternatifs, qui favorisent le développement personnel, l'innovation et la créativité des apprenants et les initient aux valeurs humanistes, dont les principales seront l'intégrité, l'humanisme et le vivre ensemble. Tout ceci pour faire naître un nouveau prototype de citoyen pour lequel ensemble bâtissons la cité ne sera plus un slogan, mais une réalité et un mode de vie. Pour une nation paisible, notre politique sera beaucoup plus une politique de prévention qui se traduira par des initiatives d'éducation à la paix sur le plan scolaire qu'extrascolaire. Plus loin, nous procéderons à des réformes de sorte à renforcer notre système judiciaire pour qu'il soit plus efficace et plus proche de nos populations. Et enfin, ensemble, nous irons en guerre aux comportements et attitudes discriminatoires et attentatoires à la dignité humaine par la dénonciation et la sanction. Pour relever le défi de la durabilité, d'abord, les cours de développement durable seront intégrés à nos programmes scolaires. Les acteurs du monde de la communication ainsi que nos différents canaux de communication serviront à relayer à suffisance ce message, de sorte que chaque citoyen y soit imprégné. Ensuite, nous inciterons par des exonérations ou des subventions les entreprises producteurs à aller beaucoup plus vers les énergies renouvelables. Et enfin, un plan de réforestation nationale sera lancé, de sorte à fermer le fossé creusé par la déforestation. Je sais, oui je sais, que d'aucuns n'y croient plus. Je sais aussi que pour certains la lutte pour un monde meilleur peut paraître chimérique et illusoire. Mais ce soir,
je nous invite ici présents à fermer la porte à ce pessimisme et à dire comme Barack Obama à son temps, yes we can. Car oui, aujourd'hui et plus que jamais, nous pouvons et nous devons. Disons aussi, comme Martin Luther King, I have a dream. Le rêve d'un monde durable, épris de paix et de justice. Oui, de justice. Et pour ce monde, votez Cédor Victoire. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Il y a des moments dans l'histoire d'une nation où le destin appelle au courage, à la vision et à l'action. Et j'estime ce soir que ça y est, nous y sommes enfin. Mes chers compatriotes, bonsoir. Au crépuscule des certitudes, c'est avec une profonde conviction que je me tiens devant vous ce soir, avec cet objectif, celui-là même de réinventer notre monde. Un monde plus juste, plus pacifique et résolument durable. Ce n'est ni une chimère ni un rêve illusoire, mais une nécessité impérieuse dictée par la raison et le cœur. Car comme le disait si bien Voltaire, la justice est le premier des biens et la base de toute société. Sans elle, point de paix, et sans paix, point de durabilité. Le monde que je vous invite à bâtir ce soir repose sur les nobles principes de l'objectif de développement durable 16. Alors, pourquoi parler de justice, de paix et de durabilité dans un pays où, me direz-vous, les embouteillages semblent beaucoup plus fréquents que les décisions justes ? Eh bien parce qu'il est temps, oui, il est grand temps de briser ce cycle infernal où l'injustice nourrit la violence et où la violence compromet notre avenir commun. Il est grand temps de changer les choses et pour ce faire, cela ne tient qu'à vous, ou plutôt à votre décision ce soir de porter votre choix sur moi pour vous guider dans cette quête. Je vous entends déjà penser, mais comment y arriver ? Les promesses, on les connaît et les déceptions aussi malheureusement. L'éducation. L'éducation sera notre arme la plus puissante car un peuple bien éclairé est un peuple libre. Mais attention, il ne s'agira pas seulement d'enseigner à lire et à écrire, non. Il faut aussi enseigner à penser, à critiquer, à défendre ses droits. Il est grand temps que nous changions notre mentalité. Oui, mes chers amis, avec un peu de Kwame Nkrumah, beaucoup de Thomas Sankara et une bonne dose de bon sens, nous pouvons changer les choses. Ensuite, notre système judiciaire sera réformé. Ce n'est pas une question de diplôme, mais une question de volonté. Les procédures seront simplifiées et accessibles à tous, du citoyen lambda à l'entrepreneur. Et dans le même sens, des mécanismes de gestion des conflits locaux seront mis en place pour régler ceci avant qu'ils ne dégénèrent. Mesdames, Messieurs, we are the chosen generation. Nous sommes la génération choisie. Oui, nous le sommes. Nous sommes, vous et moi, la crème de la crème et nous devons agir maintenant. Ne laissons pas l'histoire décider à notre place de ce que sera notre avenir. C'est ici, aujourd'hui et maintenant que tout commence. Je ne vous promets pas des lendemains qui chantent. Je ne vous promets pas un chemin sans embûches. Et je ne vous promets certainement pas que nous réussirons sans effort. Mais je vous promets une marche résolue vers un avenir où la justice, la paix et la durabilité ne seront plus de vains mots, mais des réalités tangibles. Ensemble, chers compatriotes, réinventons un monde où chaque citoyen, qu'il soit humble paysan ou brillant avocat, qu'il soit roi ou humble Yao Nyamia, trouve sa place, sa dignité et sa raison d'espérer. Et pour ceux qui doutent encore de la possibilité de ce rêve, je leur dirai simplement ceci. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leur rêve. Alors, mes chers compatriotes, ce soir, votons Ornella Didiaou Tchourunapo pour que nous puissions croire en nos rêves et pour y arriver. Mesdames, Messieurs, ce soir, je ne suis pas une candidate, mais je suis votre candidate. Bonsoir. Didiaou Ornella Tchourunapo, candidate numéro 8. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Lorsque Dieu créa le jardin d'Éden, avait-il imaginé que l'homme
y installerait une pépinière de tragédie, je me pose la question. Sur 100 enfants de moins de 5 ans, 23 mangent à peine une fois par jour, pendant que d'autres possèdent des coffres d'argent. Nous vivons dans un monde bouleversé par le climat où vie et quartiers sont détruits par les inondations, où l'Harmattan nous visite en février et où l'on rêve déjà vivre sur Mars. Devant ce système à bout de souffle, moi, To Kodjovi Gentil Raoul, porte-parole du parti politique Le Phénix, je me présente en tant que candidat à la présidence, non pas avec un discours étoffé de critiques stériles ou de promesses futiles, mais avec des solutions concrètes. J'ai un rêve pour notre nation. Je rêve d'une justice transparente, d'une économie florissante où le mécanicien du quartier et la vendeuse du grand marché pourront enfin bénéficier du fruit de leur travail. Et pour ce faire, mon projet de société sera basé sur 2 axes principaux, la justice et l'économie. En ligne avec l'ODD 16 des Nations Unies, je propose une réforme judiciaire pour garantir paix et équité. Nous créerons de nouveaux tribunaux spécialisés dans les affaires de corruption et d'abus de pouvoir. Ces nouveaux tribunaux seront dotés de moyens renforcés et d'une indépendance absolue. Madame Arossi, à qui l'on demande un droit de cuissage pour lui offrir un emploi, pourra enfin porter plainte et obtenir gain de cause. L'économie et le pouvoir d'achat. Pour bâtir une justice, pour bâtir un socle économique équitable, pour bâtir une société juste, il nous faut un socle économique équitable. C'est pourquoi mon gouvernement et moi, nous engageons alors à réduire la pression fiscale des PME, PMI, tout en mettant en place une taxation progressive des grandes entreprises. Par ailleurs, le déficit de la balance commerciale de notre pays, dû en partie à la hausse des subventions sur les carburants, sera comblé en promouvant la consommation d'énergie renouvelable. Je compte en effet encourager les investissements dans ce secteur et inciter les consommateurs à utiliser plus d'énergie moins coûteuse et plus durable. Ceci à travers le rachat garanti de l'électricité. Nous créerons un système où les entreprises et même l'État pourront acheter de l'électricité produite par des installations énergétiques privées à un tarif raisonnable. Moi, président, c'est la fin des procédures judiciaires qui durent des mois. Moi, président, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Moi, président, c'est l'acquittement d'une dette de 25 millions qui nous redonnera une joie perdue depuis 2006. Mes opposants promesses viles disent de moi que je rêve trop. Mais le vrai rêve, c'est celui qui nous empêche de dormir, celui qui nous pousse à agir lorsque tout semble perdu. C'est du rêve de Nelson Mandela qu'est née l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. C'est du rêve d'un enfant né dans une banlieue au Brésil qu'a émergé une icône du football. C'est du rêve du parti Le Phénix que renaîtra une meilleure version de notre pays, où le mérite ne cédera plus devant le favoritisme. Je voudrais m'adresser enfin à tous ces hommes et femmes qui charbonnent pour un avenir meilleur, à tous ces étudiants qui se posent des questions sur leur lendemain, à tous ces prisonniers qui ont été accusés injustement. Je sais, ce n'est pas facile. Voi mingavon, prégolé boutame, et sommenenyo, enti konyemoule dans l'eau. C'est pour vous, c'est pour nous que je me bats. Alors, pour bâtir une société juste, pacifique et durable, le choix est clair. Votons le Phénix, votons To Kodjovi Gentil Raoul. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Place maintenant à la deuxième partie, certes, parce que nous devons connaître ceux qui vont passer à l'épreuve de débat présidentiel. Est-ce que je m'arroge le droit? Non.
où je demande aux membres du jury de venir proclamer. C'est moi. Ah, ok, c'est vous, monsieur. C'est moi. Merci d'applaudir très très fort les membres du jury pour ce travail effectué. Je rappelle qu'ils sont tout à l'heure 9 candidats pour la première partie, la partie plaidoirie, et on m'apporte une liste de 4 personnes qui vont continuer l'aventure. Il n'y a pas de suspense pour cette partie. Le premier candidat retenu pour la suite est Akpeko Komi Moïse. On l'applaudit très fort. Akpeko Komi Moïse pour la deuxième partie. Le deuxième candidat, Kwevi Ama Didier Billy Yannick. Troisième, voilà, j'ai besoin de cette musique. Merci. Troisième candidate ou candidat, voilà. Nama Cyriel Luan Kenzi Idriss. Et enfin, il est là. Merci. Et enfin, Nikabou Jeta Teresa. Les 4 grands finalistes pour l'épreuve ultime, débat présidentiel. On l'applaudit très fort, on les applaudit. Akpeko Komi Moïse, Kwevi Ama Didier Billy, Nama Cyriel Johan Kenzi Idriss et Nikabou Jeta Thérèse. Pour la suite. Et pour cela, mesdames et messieurs, c'est pas moi, je vais me décliner. Je vais inviter une dame qui va modérer cette partie. Et je rappelle que cette partie de débat présidentiel aura pour temps 30 à 40 minutes maximum, parce que nous allons revenir rapidement pour vous libérer et dégager celui qui sera sacré meilleur orateur ou oratrice de cette 9e édition des Joutes verbales francophones. Pour cela, mesdames et messieurs, je m'en vais inviter Farida Mustafa, candidate à la première édition des JVF. Elle est finaliste. On l'applaudit très fort pour la modération de cette partie. Les membres du jury, vous avez toujours du pain sur la planche. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. Chers amis, chers candidats, à tour de rôle, vous aurez 2 minutes de temps de parole pour répondre à nos différentes questions. Ceci étant dit, nous allons rentrer de plein pied dans ce débat présidentiel. Le peuple vous écoute, vos concitoyens sont à l'écoute. À vous de nous dire ce qu'il faut, parce qu'après tout, ce sera au peuple de vous élire. Nous allons commencer par parler de criminalité et nous allons commencer par parler de criminalité organisée. Pour ce faire, je me tourne vers M. Akpeko Moïse. Aujourd'hui, on sait à quel point les criminalités organisées sévissent dans nos communautés, qui aujourd'hui sapent l'économie nationale. Parce que oui, quand il y a criminalité, forcément les investisseurs ont du mal à venir investir dans votre pays. Et d'un autre côté, les populations ont du mal à vaquer convenablement à leurs occupations. Vous, président de la République, que ferez-vous donc pour lutter contre la criminalité organisée? Merci, Madame la présentatrice. Je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre, qui est la journée mondiale de la paix. Et je suis très content que nous ayons l'opportunité de pouvoir débattre
à cette date. Alors, j'ai le souvenir tenace et la mémoire tonique de mon adolescence, pour ne même pas dire de mon début de jeunesse. Parce que je me rappelle quand j'allais à l'université. C'était dur. Je devais me réveiller très tôt pour arriver tôt à l'amphi parce qu'il fallait trouver des places. Et qu'est-ce qui se passait? Il fallait que je longe un long couloir où il n'y avait même pas de lumière. Et il m'est arrivé quelque chose dont je me rappelle toujours aujourd'hui. Je me suis fait agresser. C'était autour de 4-5 heures du matin. C'était dans la pénombre. Et les assaillants, ils étaient quand même bienveillants, mais ils m'ont retiré mon téléphone portable. Ils ont tout de même eu la bienveillance de me laisser avec les petits 500 que j'avais sur moi, parce qu'ils avaient compris que j'étais étudiant. Où est-ce que je veux en venir? Aujourd'hui, la criminalité en bande sévit beaucoup plus dans ces zones de manque d'électricité. Dans ces zones, il n'y a pas d'électricité. Alors aujourd'hui, dans notre programme, il est très important pour nous d'aller vers l'électrification de ces zones et également investir dans les infrastructures routières, les infrastructures d'habitat. Parce qu'aujourd'hui, les zones où ces criminels sévissent le plus souvent, ce sont les zones où il y a de l'obscurité. Alors, clairement, dans notre programme, il est défini que nous allons passer à l'électrification de ces zones pour déjà garantir un tant soit peu la sécurité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du moment où l'électricité arrive dans les zones, à partir du moment où on développe les infrastructures routières, déjà, ça crée plus d'activité et ça commence à déstabiliser ces petits réseaux. Alors, clairement, aujourd'hui, le premier axe de notre programme pour pouvoir lutter contre cette criminalité en bande organisée, c'est déjà passer par l'électrification de ces zones d'ombre et également le développement des infrastructures routières. À part cela, on pourra aller vers les nœuds qui créent ces criminels aujourd'hui, qui pour nous se retrouvent fondamentalement dans la famille. Et c'est pour ça que dans notre programme, déjà, nous l'avons dit, que la famille, le bien-être de la famille, là où naissent ces criminels, sera le centre de nos priorités. Je vous remercie. D'accord. Alors, je me tourne immédiatement vers Monsieur Nama Cyriel. Vous venez d'écouter on va l'appeler votre adversaire en face. Pour lui, c'est d'abord l'électrification. Pour vous, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, merci pour la question. Pour moi, pour lutter contre les bandes organisées, nous devons tout simplement développer notre sécurité. Mais votre question n'est pas la plus pertinente parce que en matière de sécurité dans notre État, je voudrais qu'on parle de terrorisme qui sévit actuellement dans le nord de notre pays. Et pour lutter contre ce fléau, je compte promouvoir le développement économique et social de notre pays parce que notre nation est touchée dans les zones les plus vulnérables. C'est là où il y a la pauvreté qu'il est facile pour les personnes qui veulent nuire à notre nation de prendre de l'influence et de développer le terrorisme. Dans ce sens, nous allons créer des emplois, investir dans l'éducation et améliorer les infrastructures routières parce que là où passe la route, passe le développement. Nous allons également lutter contre l'extrémisme violent en déconstruisant les discours de haine. Nous sommes tous exposés aux discours de haine sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons déconstruire ces discours de haine, renforcer les dialogues entre nous, population, et surtout soutenir les initiatives locales afin de détruire ce fléau qui détruit des vies. En tant qu'architecte ayant travaillé dans l'organisation internationale Architectes sans frontières, j'ai été victime d'atrocités. Et c'est pour ça qu'en tant que président, la lutte contre le terrorisme sera ma priorité. Et pour les petits délinquants, les petits bandits qui s'amusent à foutre la pagaille dans notre nation, eh bien, les forces de police vont les mater copieusement. Je vous remercie. D'accord. Monsieur Cyriel Nama, vous avez parlé de terrorisme, justement. On en venait, il fallait juste pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais étant donné que vous avez abordé le sujet, on continue dans ce sens. Vous avez fait un petit tour de cette question de terrorisme, et moi je voudrais
savoir, je voudrais vous demander comment comptez-vous renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme? Parce que oui, quand on parle de terrorisme, il ne s'agit pas uniquement de notre nation, de notre pays. Ça va au-delà de notre frontière, sinon de nos frontières. Comment comptez-vous alors renforcer cette coopération internationale? Eh bien, nous avons des exemples de coopération internationale. Le G5, qui est une coopération entre les pays sahéliens pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, nous allons signer des partenariats avec les pays de la sous-région afin d'éradiquer ce fléau. Tout simplement, collaborer entre pays voisins est essentiel. De plus, échanger les bonnes pratiques, parce que nous n'avons pas la science infuse. Certains pays savent mieux comment gérer cette atrocité car ils ont vécu cette atrocité encore plus longtemps que nous. Ils savent comment s'y prendre et nous allons faire un partage d'expériences et de connaissances. Des séminaires entre nos militaires pour lutter convenablement contre ce fléau. Merci pour la question. D'accord. Je me tourne rapidement vers Madame Nikabou Teresa, en lien justement avec l'intervention de votre adversaire à côté. Il a dit tout à l'heure qu'il s'agira de mater ces petites bandes organisées. Et j'ai l'impression qu'en écoutant les différents candidats, personne ne touche véritablement du doigt la cause fondamentale de l'existence de ces bandes organisées-là. Est-ce que la solution, c'est véritablement de les mater ou d'aller à la source pour comprendre le problème et essayer de trouver des solutions? Je veux parler, bien sûr, par exemple, du manque d'emploi, de l'oisiveté de la jeunesse. Alors, merci, chère présentatrice. Avant de répondre à la question, j'aimerais qu'on fasse au moins 10 secondes de silence pour tous nos soldats qui sont tombés au combat, pour tous ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes, parce que c'est très important. Il faut commémorer la mémoire de nos morts. Le temps qu'elle puisse réfléchir. S'il vous plaît, monsieur Cyriel, soyez poli. Vous avez eu votre temps de parole, laissez-moi parler. Je vous remercie. Alors, pour répondre à la question, la présentatrice a raison. Il faut s'attaquer à la source du problème. Et la source du problème, c'est quoi? Quelqu'un qui a faim va forcément devenir terroriste. Quelqu'un qui a le ventre plein ne va jamais s'allier à ce genre de groupe terroriste qui sévissent à nos frontières. Donc, il va falloir aller au fond des choses, comme la présentatrice l'a dit, et aller à la source du problème. Et cela va se faire par quoi? Il va falloir créer des emplois. Quelqu'un qui a un emploi ne va pas se joindre à des groupes terroristes. Il va falloir subventionner l'éducation afin d'inculquer à nos enfants des valeurs de paix, des valeurs d'amour, des valeurs qui fédèrent. Il va falloir assurer la nourriture pour tous, assurer la santé pour tous, assurer le bien-être de nos populations. Et c'est en cela que mon programme d'action répond à vos besoins. Parce que vos besoins seront le cœur de nos préoccupations. Parce que vous êtes le centre de mon projet, je vous le garantis. Sous mon mandat, plus personne ne criera de faim. Plus personne ne mourra dans les hôpitaux par manque de soins. Plus personne ne sera laissé de côté. Toutes les voix seront prises en compte. Et parce que toutes les voix seront prises en compte, parce que nous travaillerons ensemble, nous lutterons contre la criminalité, nous lutterons contre le terrorisme, nous lutterons pour avoir une nation prospère. D'accord. Madame Nikabou, on entend bien ce que vous dites, de belles paroles. J'espère que ce ne sera pas seulement des promesses électorales. Non, j'agis. D'accord. Alors, concrètement, donnez-nous un exemple, donnez-nous un projet pour justement permettre la création d'emplois. Un seul exemple, parce que vous avez parlé, c'est vrai, mais on veut du concret. Tout à l'heure, dans mon plaidoyer, j'ai parlé du projet 7, Santé, éducation pour tous. Dans ce projet, nous cherchons à créer dans chaque préfecture de notre pays, un centre de santé avec du matériel adapté, avec un personnel qualifié. Nous cherchons à créer un centre de formation professionnelle des écoles qui seront aussi adaptés aux personnes vulnérables. Par cela, déjà, nous allons former les gens et créer des emplois. De plus, pour lutter contre le terrorisme, nous avons besoin d'une armée. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Nous avons besoin d'une armée. Et pour cela, il faut recruter. Et en recrutant, nous créons de l'emploi. Et en créant de l'emploi, nous venons en aide ou bien nous répondons aux besoins de la population et ainsi, il n'y aura plus ce genre de personnes qui s'allient à ce genre de groupes terroristes qui font que nos frontières sont en sécurité. Ainsi, nous comptons répondre
aux besoins. Je vous D'accord. remercie. Monsieur Kouevibili, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié. État de droit, accès à la justice, parce qu'effectivement, vos adversaires tout à l'heure ont fait un tour de la question du terrorisme et de la criminalité, on va dire. Aujourd'hui, on sait à quel point la justice peut être déséquilibrée. J'ai même envie de dire la justice peut être injuste, parce qu'on a l'impression que pour bénéficier d'une justice équitable, il faut appartenir à une certaine classe sociale, il faut avoir un certain titre, et comme vous disiez tout à l'heure, il faut avoir une poche lourde. Vous, président, que ferez-vous justement pour assurer à tous vos citoyens un accès à une justice équitable et surtout indépendante? Merci, Madame la présentatrice. J'ai bien entendu votre question. Mais avant d'y répondre, je suis quand même offusqué et il faut que je le dise. Je suis offusqué parce que on traite ici nos citoyens de délinquants, de bandits. Je pense que l'approche doit être tout autre. Avant d'être des délinquants et des bandits, ils sont d'abord nos citoyens. Ils sont les personnes sur lesquelles nous voulons gouverner demain. Le terrorisme a des racines plus profondes et nous ne pouvons pas nous permettre de juger sans comprendre les causes. Il y a terrorisme parce qu'il y a injustice à la base. Il y a terrorisme parce que des minorités sont négligées. Il y a terrorisme parce que nous ne prêtons pas assez attention à ces personnes qui sont bafouées pour leurs droits. Et comme je le disais tout à l'heure dans ma politique de gestion et de gouvernance, il s'agira de rétablir l'équilibre. Il s'agira d'accorder plus de chance aux personnes qui en sont naturellement démunies par la vie. D'accorder notamment, dans le cadre de votre question, d'accorder une justice plus proche, d'instaurer un système de justice de proximité auprès de ces personnes qui en sont naturellement dépourvues. Dans les milieux ruraux, la culture d'accès à la justice n'est pas encore répandue. Nous pensons ici qu'en ville, il est facile d'aller à la justice. Ce n'est peut-être pas faux, mais dans les villages, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont certes leur politique, ils ont certes leur façon de juger, mais j'estime que l'État doit être garant de la justice. L'État doit être garant du bon fonctionnement de la justice. Et c'est pour cela que le premier pas sera de mettre en place une justice de proximité afin que nous ayons tous accès à la justice. D'accord, je comprends votre réponse, je comprends l'objectif que vous voulez atteindre, mais c'est bien de rapprocher la justice auprès des citoyens, mais ça ne résout véritablement pas le problème de l'injustice au sein de la justice. Parce que même si la justice est proche des populations, malgré ça, si elles sont lésées, comment vous réglez ce problème? Madame la présentatrice, la justice repose sur un principe fondamental, le principe de collégialité. Selon ce principe, une décision de justice ne pourrait se prendre à l'unanimité ou à l'unité d'un seul juge, d'un seul magistrat. Et ce principe signifie simplement que pour prendre une décision de justice, les juges doivent être en nombre de 3. En nombre de 3, parce qu'on estime qu'il est plus difficile de corrompre 3 juges que d'en corrompre un seul. Il s'agira surtout de faire l'état des lieux de notre justice actuelle. Il s'agira de veiller à tous les niveaux à la bonne application de ce principe de collégialité. Après, nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous infaillibles dans notre raisonnement. La question qui a à se poser, c'est est-ce que la justice peut être parfaite? Du moment où il y a une petite goutte de doute, parce que justement nous sommes des hommes, notre rôle est d'essayer autant que faire se peut de renforcer les principes déjà établis, notamment celui de la collégialité. D'accord, vous avez parlé de corruption tout à l'heure, ça me permet de me tourner vers M. Lama-Syriel. J'espère que vous ne m'oubliez pas dans le débat. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes à ma gauche, je vous vois. Alors, parlons de corruption au sein de notre administration, parlons de bureaucratie. Aujourd'hui, on sait à quel point l'administration est lourde
dans son processus. Peu importe l'action peut-être qu'on veut intenter, sinon ce qu'on voudrait obtenir au sein d'une administration, ce sera véritablement long et difficile. Parce que oui, il y a corruption, il y a bureaucratie. Comment, en tant que futur président, en tout cas, si le peuple vous accorde sa confiance, comment comptez-vous lutter contre ce fléau? Merci pour la question. L'accès à la corruption est difficile parce que les personnes qui travaillent dans les institutions pensent qu'à eux. Alors, nous allons adopter une tolérance zéro envers la corruption à tous les niveaux, du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Même si par je ne sais quel miracle, certains parmi eux est élu, ils ne pourront pas faire perdurer la corruption. Parce que il est écrit dans l'évangile selon Saint Luc, le royaume de Dieu est au sein, le royaume de Dieu est au-dedans de l'homme. Pas dans un seul homme, mais dans vous, le peuple qui avait le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de décider qu'il n'y aura plus de corruption dans notre nation. Ainsi, nous allons mettre en place des mécanismes anticorruption tels que des réseaux nationaux anticorruption pour lutter contre ces fléaux. Des réseaux efficaces. Madame, je vous remercie pour la question. D'accord. Comme je le disais, je ne vous ai pas oublié. Monsieur Moïse, comment lutter contre la bureaucratie? Comment lutter contre? La bureaucratie et surtout la corruption au sein de notre administration. D'accord. Déjà, pour vous, tout est parfait. Je voudrais d'abord remercier le pasteur Cyriel parce que je me demande, peut-être qu'il a raté sa vocation, c'est très important. Et aussi, je voudrais rappeler à mes chers collègues ici présents, nous sommes devant le peuple. Alors, je vous appelle à beaucoup plus de courtoisie dans vos prises de parole parce que c'est de là que partent déjà les conflits. Donc, respectez-vous, s'il vous plaît, sur le plateau. Monsieur Billy Koevi, vous savez, j'aime bien votre langage châtié de juriste, mais parfois, il faut se rapprocher un tout petit peu plus du peuple. Tout à l'heure, concernant la question de la justice, avouez devant le peuple que vous ne croyez pas en la justice, pour moi, ça me pose un bémol. La justice, il faut y croire. Et je pense que nous pouvons y arriver. Ce qu'il y a aujourd'hui, nous devons nous rapprocher de nos valeurs africaines. Vous savez, en Afrique, nous avions souvent l'habitude d'aller voir le chef du village, d'aller voir un notable pour régler les conflits. Aujourd'hui, la justice est de plus en plus difficile à avoir accès à la justice, mais aujourd'hui, nous devons reposer davantage sur ces cercles restreints que sont les chefs de village en leur redonnant le pouvoir pour pouvoir juger ne serait-ce que les délits mineurs. Je pense qu'à partir de là, déjà, nous pouvons y arriver. Maintenant, pour revenir à votre question concernant la corruption, vous savez, nous l'avons dit dans notre projet de société. En toute chose, il faut revenir au B à bas, l'éducation. L'éducation non seulement des jeunes, mais l'éducation également des adultes dans l'andragogie. Également, nous avons déjà des institutions de la société civile qui font déjà un travail formidable dans ce domaine. Je l'ai déjà dit tantôt, aujourd'hui, nous n'allons pas vendre de l'illusion à nos citoyens. Nous n'allons pas réinventer le monde. C'est pour vous faire croire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais non, déjà, nous allons nous appuyer sur ces acteurs de la société civile qui font déjà un travail formidable pour pouvoir endiguer ces problèmes liés à la corruption. Réprimer comme il se doit, suivant notre législation, pour que ces personnes-là puissent changer de mentalité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller vers la répression de la corruption de façon sérieuse. Sous toutes ses formes, c'est bien ça? Corruption sur toutes ses formes? Tout à fait. D'accord. Madame Teresa, aujourd'hui, le monde des médias est incontournable. Vous êtes d'accord avec moi? La question est de savoir, avec les médias, sinon, comment est-ce que les médias aujourd'hui peuvent aider, parce qu'on est toujours sur la question de la corruption, comment est-ce que les médias aujourd'hui, on peut s'en servir pour lutter contre la corruption et surtout faire la promotion de la bonne gouvernance? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur ce que M. Koevi a dit. Il faut appeler un chat par un chat. Un voleur reste un voleur.
Un corrompu reste un corrompu. Et ici, il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit d'être courtois, c'est la vérité, c'est ce que nous vivons, vous savez. Et vous avez dit tout à l'heure que le fait qu'il y ait 3 personnes qui doivent prononcer les verdicts dans les palais de justice, cela limite un peu la corruption. Je ne suis pas d'accord, je suis désolée. Quelqu'un qui a les moyens va soudoyer toutes ces personnes que vous placez comme des juges compétents. Ils vont tous être soudoyés. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Merci. Et pour en revenir à Monsieur Moïse, vous avez dit qu'il faut décentraliser, pour ne pas dire permettre que la justice soit rendue dans les communautés, revenir à nos sources, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez que tous les chefs de village peuvent vraiment poser un verdict, autant pour moi, juste lorsqu'on les présente des cas de société? Parce que c'est dans ces mêmes villages que nous avons des doubles ventes qui ne sont pas résolues. C'est dans ces mêmes villages que les femmes sont excisées, que les femmes sont violentées. Et tout le monde se tait. Et vous parlez de quoi? Pour en revenir à votre question, chère madame, vous avez dit comment les médias peuvent aider à la lutte contre la corruption. Il faut reconnaître que les médias font partie intégrante de notre vie. Toutes les informations passent par les médias. Aussi, il va falloir mettre des limites, pour ne pas dire faire de telle sorte que les médias véhiculent des messages qui sont des messages de paix, des messages de sensibilisation. Parce que l'incitation à la violence aussi, c'est sur les médias que nous la trouvons. Vous êtes d'accord avec moi que récemment en Côte d'Ivoire, c'est chaud. C'est chaud à cause d'une certaine orientation. C'est chaud. Il va falloir aussi agir à ce niveau. Il va falloir faire en sorte que tous nos médias promeuvent des valeurs de paix. Et que ce genre de contenu qui va passer passe aussi aux heures où les enfants regardent aussi la télé. Pour que nous les inculquions ces valeurs à la base. Parce que l'éducation, pour en revenir, l'éducation est la source de tout. L'éducation est la base de notre société. Ce sont nos enfants qui vont construire ce pays. Et il faut que dès la base, nous les éduquions. Il faut que dès la base, nous leur inculquions les valeurs correctes. Il faut que dès la base, ils sachent que la corruption est un délit. Je vous remercie. Vous permettez, parce que je ne peux pas passer sous silence ce qu'elle vient de dire. 30 secondes. C'est très rapidement. important. 30 secondes. Je suis assez déçu que vous ayez perdu la foi en votre identité africaine. Je suis désolée, je n'ai pas perdu la foi. S'il vous plaît, j'ai été très courtois. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le langage de la paix signifie la tolérance de l'opinion de l'autre. Vous avez parlé, j'ai toléré votre opinion. Le langage de la paix vous êtes d'accord avec aussi moi? de dire la vérité, de dire les réalités. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord? Mais parlez, vous avez 30 secondes. Vous épuisez votre temps, monsieur. Alors, je suis en train de dire que je suis profondément déçu que Apparaît vous ayez déçu. perdu la foi en vos valeurs, ancestrales. Madame Si vous Likabou, s'il ne vous croyez plaît. plus, vous faites bien de la reprendre parce que c'est très important. Nos enfants vont copier sur elle. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Il vous reste quelques Alors, secondes. C'est très important. Alors, c'était pour manifester cela. Si vous ne croyez plus au chef de vos villages, c'est votre problème à vous. Ne venez pas vendre aujourd'hui ce langage-là à nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir des dirigeants qui croient en eux. Et moi, des je dirigeants crois en mes qui voient la concitoyens. réalité, Et je des pense que dirigeants c'est qui avec parlent des eux problèmes de l'heure. que nous allons réussir. Donnez, s'il vous plaît, de l'exemple aux jeunes filles qui vous suivent actuellement. C'est très important. Merci. D'accord. Monsieur Kouevi, tout à l'heure, madame parlait de médias et j'ai fortement l'impression qu'elle s'est limitée seulement aux médias classiques. Vous, quelle serait la solution avec les médias sociaux? Parce qu'aujourd'hui, oui, ces médias-là ont pris une place incontournable. Il ne s'agit plus seulement de la télé et de la radio comme c'était le cas encore il y a quelques années. Pour vous, comment est-ce que les médias, ces médias précisément, sociaux, pourront contribuer à la promotion allais-je dire, la promotion de la bonne gouvernance? Merci Madame la présentatrice. La question que vous avez posée tout à l'heure à M. Akpeko est de savoir comment rendre la justice plus efficace dans notre pays, n'est-ce pas? Alors je ne comprends pas cette réponse d'escamotage qui consiste à parler de ramener le système notable en ville
Parce qu'il s'agit bien de ça. On parle d'une question à l'échelle nationale et il nous parle de revenir à nos sources et de faire agir les notables, les chefs de village. Ils viendront juger quoi en ville, les chefs de village. Je l'invite à retourner à ses cours d'institution. Vous permettez que non, je je ne réagisse permets pas, là-dessus? M. Akpeko, parce que c'est mon temps de parole. Vous parliez tout à l'heure de Alors, respect du temps de parole de chacun. Un instant, M. Kwevi. Est-ce à dire que nos chefs du village sont incompétents au point de Non, moi, ne pas pouvoir Ils sont juger des les chefs affaires du de la ville? village. Ils sont des chefs de village. Si on dit, En ou tant si que on les chef du village, institue- est-ce qu'ils n'ont pas fait des études? vous permettez, par exemple? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes à juger en ville, notamment. Sinon, ils ne seraient pas chefs. Vous du êtes village. en face du Vous peuple. permettez, Je suis en face vous du peuple. permettez, je dois Il faut réagir bien là-dessus. comprendre les expressions. Pour revenir à votre question, je pense que le terrain sur lequel doit se jouer la question de la répression de la corruption n'est pas d'abord, et je dis bien d'abord, sur les médias. Tout à l'heure, dans ma politique, je parlais de l'instauration d'une loi sur les lanceurs d'alerte. La corruption a ses causes, la corruption a ses conséquences. Que pouvons-nous faire actuellement pour réprimer cela? Eh bien, il s'agira simplement de mettre en place un numéro vert au profit de ces lanceurs d'alerte, afin que toute personne qui se sent victime de corruption ou de favoritisme dans l'accès aux emplois ou dans l'accès à des institutions puisse contacter ces numéros verts. Juste après, les personnes compétentes pourront faire des enquêtes afin de voir si ces corruptions sont justifiées et déploieront les moyens nécessaires. Je précise que l'accès à ce numéro vert se fera de façon anonyme. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on attaque ma politique anticorruptive alors que derrière, on ne propose rien. Madame Nikabou Teresa, vous avez beau réfuter mes arguments, mais concrètement, de quoi parlez-vous? Monsieur Akpeko Moïse, vous parlez de retour à nos législations. De quelle législation parlez-vous? Citez-moi une seule législation sur la corruption. Citez-moi une seule législation qui réprime toutes ces choses. Et ensuite, on pourra discuter. D'accord, moi je voudrais juste poser une question à M. Kwevi. Parce que je l'ai dit et je le répète, il ne sert à rien de nous vendre ce langage châtié. Tout à l'heure, je suis d'accord que M. Kwevi puisse me reprendre, mais est-ce qu'il veut nous dire que la justice est juste en ville? Est-ce que toute la justice de notre nation c'est juste en ville? Il n'y a pas de justice dans nos villages, dans nos cantons, dans nos préfectures, c'est juste en ville? Répondez-moi s'il vous plaît. On pose une question sur le territoire national et vous répondez avec un cas du village. Ce n'est pas... Le Togo n'est pas un village, monsieur Akpeko. Alors, messieurs, s'il vous plaît, la justice, c'est en ville, c'est au village, c'est dans les cantons, mais c'est aussi dans l'univers carcéral. Exactement. Et pour ce faire, on va en parler, parce que quand on parle de paix, de justice, il ne faut pas oublier cet univers-là qui, malheureusement, dans notre pays, rencontre beaucoup de difficultés. Alors, je me tourne rapidement vers monsieur Nama Cyriel. Comment lutter aujourd'hui contre la surpopulation carcérale? Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour dans la prison de notre pays. Si oui, je pense que vous avez vu l'environnement dans lequel ces prisonniers vivent. Vous avez vu leur réalité. Vous avez vu la surpopulation. Et en tant qu'humain, je pense que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez pour un autre humain. En tant que président, que ferez-vous pour lutter contre ça? Je crois que vous m'aviez mal compris lorsque j'ai parlé de mater nos délinquants. Mater les délinquants, c'est les... Vous revenez au début du débat, cher ami. J'y viens. Mater les délinquants consisterait à les arrêter, à les corriger, à les comprendre, et lorsqu'ils auront compris la leçon, à les libérer tout simplement. Donc, c'est parce que ces personnes, s'il vous plaît, c'est parce que ce processus n'est pas fait qu'il y a surabondance dans nos prisons. C'est parce que des juristes tels que Billy Kwevi, je préfère éviter d'aborder ce sujet parce que c'est un juriste qui sait. C'est pour tout cela que nous devons prendre au sérieux les personnes qui sont au sein des prisons, améliorer leur quotidien de vie, car au-delà d'être des criminels, ce sont des citoyens et nous leur devons le respect. Merci. Oui, justement, il faut améliorer les conditions dans l'univers carcéral. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'envoyer
dans ce même univers-là une personne qui a commis, par exemple, un délit mineur avec une personne qui a commis un crime capital, par exemple? Bien sûr que non. Parce que c'est ça aussi qui est à l'origine de la surpopulation. Bien sûr que non, et c'est le problème qu'on a dans notre pays. Alors, comment résoudre ce problème-là? Nous allons mettre en place des types de prisons. Des types de prisons, bien sûr, parce que les personnes qui font... S'il vous plaît, une personne qui commet un meurtre peut facilement influencer une personne qui n'a juste commis qu'un simple vol et le contaminer, faire en sorte que lui aussi, à sa sortie, en plus de voler votre téléphone, décide de vous ôter la vie. Alors, nous devons mettre en place ce système de prison-là pour séparer ces types de prisonniers avant de les... D'accord. Merci. C'est bon? Oui. D'accord. Madame Nikabou, vous venez d'entendre votre adversaire qui propose, pour résoudre le problème de surpopulation, d'avoir plusieurs prisons. Mais ça coûte cher tout ça. Déjà, une seule prison, pas une seule, mais un instant. Déjà, ça coûte cher. Maintenant, s'il faut multiplier les prisons parce que justement, il faut séparer les types de crimes, où est-ce qu'on trouve les fonds? Madame, la dignité de nos citoyens n'a pas de prix. Oui, c'est beau, mais où est-ce qu'on trouve les fonds? C'est beau comme vous l'avez dit, ce qu'il a dit, mais pour moi, je ne suis pas vraiment pour qu'on multiplie les prisons, parce que vous l'avez dit, il faudra des fonds pour ça. Déjà, avec les prisons que nous avons, il va falloir faire un système, je ne sais pas, plutôt je sais, un système de hiérarchisation des peines. Madame la Présidente. S'il vous plaît, taisez-vous, je parle. Merci. Madame la Présidente. Tout d'abord, il faut prendre des mesures alternatives. C'est-à-dire, quelqu'un qui commet un délit mineur ne peut pas se retrouver dans la même cellule que quelqu'un qui commet un délit majeur. Quelqu'un qui a volé ne peut pas se retrouver dans la même cellule que quelqu'un qui a assassiné. Et ces mesures alternatives que je propose seront de donner des peines à ceux qui ont commis des délits mineurs, des peines qui seront des travaux d'intérêt général, des travaux d'intérêt public, afin qu'ils puissent servir à notre société, plutôt que de les enfermer avec les assassins pour que ceux-ci viennent déteindre encore sur eux. Parce que vous le savez, c'est dans les prisons que les gangs se forment. C'est dans les prisons que la criminalité est encore plus augmentée. Donc, au lieu de mettre en prison quelqu'un qui a commis juste une simple infraction, il vaut mieux l'obliger à faire des travaux d'intérêt public. Servir dans les centres de santé, servir dans les hôpitaux, servir dans les orphelinats. C'est mieux que de les emprisonner parce que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas qu'à cause d'une seule erreur, on vous condamne à vie. Je vous remercie. D'accord. Monsieur Kouévi, sur son intervention, pensez-vous que la solution qu'elle propose soit la meilleure ou l'une des meilleures des solutions? Madame la modératrice, en droit pénal, puisque monsieur Nama Cyriel aime tant ma casquette de juriste, en droit pénal, nous avons 3 types d'infractions. Les contraventions, les délits et les crimes. Et à aucun moment dans notre système juridique, les contraventions sont punies au même titre que les délits et au même titre que les crimes. Donc, je voudrais juste faire cette petite précision. En matière de contravention, des amendes existent. En matière de contravention, toutes les contraventions ne conduisent pas forcément à la prison. Et même certains délits mineurs sont sujets à des travaux d'intérêt général, comme elle l'a dit justement. Il n'y a qu'à un certain niveau, quand on parle de délits majeurs et de crimes, qu'on a accès à la prison. Madame Nikabou est en train de nous dire qu'il ne faut pas multiplier les prisons. Quand on a des Togolais qui commettent des infractions graves, où les mettre? Elle n'a pas répondu à cette question. On les met où concrètement s'il ne faut pas construire des prisons? Merci, monsieur Billy. Il faut construire des centres pénitentiaires pour accueillir ces personnes, à moins qu'elles veuillent se réfugier ou à moins que notre candidate aux élections veuille les accueillir chez elle à la maison, elle qui aime autant les délinquants. Comprenez-la, elle n'a jamais mis le pied dans une prison. Elle ne connaît pas les réalités qui s'y passent. Comme vous, monsieur. Comme vous. Donc, moi, ma solution, elle serait simple. Dans le budget annuel de l'État, il faudrait accorder une plus grande part à nos frères et nos sœurs afin qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Et c'est aussi ça l'autre volet de ma solution. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer nos citoyens en prison. Il s'agit derrière de préparer des plans de réinsertion afin que ces personnes,
une fois qu'elles sortent de prison, ne retournent pas dans le mal qu'ils avaient commis. Il faut des centres de rééducation, entre griffes, afin que ces citoyens togolais puissent comprendre la gravité des crimes, la gravité des délits qu'ils ont commis, et puis se préparer à revenir dans la société, afin d'être cette fois-ci des citoyens qui sont du côté vert et non du côté rouge. Monsieur Akpeko Moïse, votre adversaire propose de mettre en place des systèmes de réinsertion. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a de ces prisonniers qui, après avoir purgé leur peine, préfèrent rester en prison parce que, justement, en sortant, n'ont pas forcément les moyens de se prendre en charge et de vivre convenablement. Donc, ces personnes préfèrent rester en prison. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Merci beaucoup pour la question posée. Il est important de savoir que quoi qu'il en soit, quelqu'un qui commet un délit est sous le coup d'une peine. Et si cette peine l'envoie en prison, elle ira forcément en prison. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Billy, je le suis sur ce terrain parce que la réinsertion, elle est très importante. Il faut donner la possibilité à ces personnes-là qui sont en milieu carcéral et qui sortent de pouvoir être utiles à la société. Aujourd'hui, nous avons plein de projets publics, notamment la construction des routes, notamment la construction des centres de santé, des hôpitaux. Nous avons besoin de personnes qui puissent travailler dans ce sens. Maintenant, ce que je dis et ce que nous avons déjà dit dans notre projet, aujourd'hui, on pourra toujours essayer de résoudre le problème en aval, mais le problème se situera toujours en amont. Parce que dès le départ, avant que ces personnes ne deviennent des multirécidivistes, il y a eu des causes derrière. Aujourd'hui, nous devons travailler à aller vers ces causes qui font qu'aujourd'hui, ces personnes préfèrent rester en prison. Je l'ai dit tantôt, le jeune dont j'ai parlé, il a fait un 3e délit et c'est pour ça qu'on le condamne aujourd'hui. Après son 2e délit, c'était juste 2 mois, mais il est retourné encore en prison parce que derrière, il n'y avait rien à faire. Alors c'est important aujourd'hui, pendant que nous travaillons sur l'aval, en trouvant des moyens de les insérer. Nous n'allons pas dire à nos citoyens que c'est facile. Non, ce serait vendre des illusions à nos citoyens. Le problème est là, nous allons le traiter en aval, mais nous allons également le traiter en amont pour que ces personnes-là ne puissent pas revenir en milieu carcéral. C'est très important. D'accord. Chers candidats, le peuple entend vos projets sociaux en espérant vivement que si l'un ou l'autre que vous êtes... vous soyez... attendez, je reformule. Si l'un ou l'autre, vous êtes porté, voilà, j'y arrive, vous êtes porté à la tête de notre pays, vous pourriez effectivement travailler pour l'atteinte de vos objectifs et surtout insuffler votre vision de notre cher pays. Nous tirons petit à petit vers la fin de ce débat. Nous allons rapidement faire un tour pour prendre vos mots de fin, très important. Qu'est-ce qui ferait que le peuple qui vous écoute aujourd'hui puisse vous faire confiance et vous accorder sa voix? Madame Nikabou. Chers compatriotes, ce soir, nous parlons de l'avenir de notre pays. Et en cela, je suis la candidate qu'il vous faut. Je suis la présidente qu'il vous faut. Car vous l'aurez compris, je ne suis pas dans les belles paroles comme certaines personnes à ma gauche. Je suis dans l'action. Je suis directe. Ce document que vous voyez là, c'est le livre de vie. Parce que vos noms, ils sont inscrits. Parce que vos besoins, ils sont inscrits. Parce que vous m'importez. Parce que j'ai votre cause à cœur. Et pour cela, il vous incombe de m'élire aujourd'hui. Parce que pour vous, parce qu'avec Nikabou Teresa à la tête de cette nation, nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Madame Nikabou Teresa. Rapidement, Monsieur Ekovibili, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes, à un moment de notre histoire, nous avons tous été mis de côté. Notre voix a été bafouée. Elle n'a pas été entendue, la plupart du temps en raison de nos différences, en raison du fait que nous ne jouissions pas dès la base des mêmes chances. Je m'engage, si je suis élu à la tête de ce pays, à écouter chacun d'entre vous. Et c'est pour cela, contrairement à Madame Nikabou Teresa, je ne serai le candidat idéal, je ne serai le meilleur président qu'avec vous. Sans vous, il n'y a pas de présidence. Sans vous, il n'y a pas de moi en tant que président.
C'est une aventure dans laquelle nous allons nous lancer afin qu'ensemble, notre pays puisse être un pays qui est reconnu pour le respect effectif du droit de chacun en passant par le droit des minorités, des personnes les plus bafouées. Madame la présentatrice. Merci. Monsieur Nama Cyriel. Mesdames et messieurs, je vais vous parler avec sincérité. Tout au long de ce débat, j'ai été stressé, angoissé. J'avais peur parce que la mission que vous m'avez confiée est lourde. Chaque argument échangé ce soir, chaque point de vue défendu est le reflet même de notre démocratie. Avant que votre bout de papier ne tombe dans l'urne, vous devez garder à l'esprit que votre vote est bien plus qu'un simple choix. C'est une voix qui résonne, un acte de foi pour notre avenir commun. Chaque bulletin représente une aspiration, un espoir, une volonté. Alors je vous demande de voter pour l'espoir. Je vous demande de voter pour l'unité. Je vous demande de voter pour un avenir meilleur. Je vous demande de voter pour Nama Cyriel. Je vous remercie. Monsieur Akpeko Moïse, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais déjà vous remercier pour l'opportunité de ce débat. Remercier également mes collaborateurs ici présents, parce que je les appelle mes collaborateurs, parce que c'est dans ce genre de contexte que nous donnons l'exemple à nos concitoyens pour leur dire que le débat d'idées est toujours possible. Vous savez, la question n'est pas de savoir aujourd'hui si je suis le meilleur candidat ou pas. La question n'est pas là. Vous savez, je me suis réveillé ce matin avec la foi en mon prochain. J'ai foi en mon prochain. Je voudrais que nos concitoyens, quand ils regardent dans le regard de l'autre, qu'ils puissent avoir la promesse d'un lendemain meilleur. Si j'avais la possibilité aujourd'hui d'implanter une graine dans le cœur de chacun de vous, ce sera la graine de la paix. Mais ce n'est pas possible. Je choisis juste de faire une chose, de croire en mes concitoyens. J'ai toujours parlé avec le cœur à mes concitoyens. Et aujourd'hui, tout au long de ce débat, vous l'avez encore compris. Ce que je veux juste vous dire, demain, quand vous irez dans l'urne pour faire votre choix, faites le choix en conséquence. Faites le choix de l'avenir de cette nation. Et quand vous ferez ce choix, tout à fait naturellement, vous verrez mon visage. Merci. Monsieur Akpeko Moïse, Madame Likabou Teresa, Monsieur Nama Cyriel, Monsieur Ekwevi Billy, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé vos objectifs, votre vision et surtout vos projets sociaux pour ce peuple, pour cette belle nation, pour ce beau peuple qui a fait le déplacement ce soir. Vous avez fait votre part autour du peuple de faire sa part. Parce que oui, vous avez défendu vos opinions, mais le dernier mot revient au peuple. Donc, mesdames et messieurs, à vous de faire le choix. Je suis Farida Mustafa, c'était un immense plaisir d'être avec vous. Bonne soirée. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Qui de ces 4 candidats sera sacré meilleur orateur 2024 du Togo? Nous allons bien sûr confier la parole au responsable du jury. Mesdames, Messieurs, alors le jury mandaté par l'équipe organisatrice des joutes verbales francophones a apprécié les performances des différents candidats et le jury a délibéré. Avant de vous faire part de l'essentiel de la délibération, le jury tient d'abord à partager avec vous ses appréciations générales. Donc, je vous passe la parole. Merci, Président. Alors, au nom des membres du jury, je viens donc relever quelques points qui seraient importants pour l'amélioration continue
des joutes verbales francophones. Alors, le jury célèbre vraiment la qualité des différentes interventions et la qualité de l'expression de la langue française, la pertinence et l'ancrage des arguments dans le contexte social national et l'aisance des candidats sur scène, ainsi que les réparties faciles. Au-delà de ces qualités, les candidats et candidates ont été challengés par la modulation de la voix, en l'occurrence l'utilisation du micro, la monotonie dans la gestuelle, l'adéquation entre les mouvements et le verbal, ainsi que la gestion du temps. Voilà donc les différentes remarques du jury. Merci. 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 Comme il se doit et en respect à la tradition des joutes verbales francophones, il y a des distinctions spéciales qui seront décernées et parmi les différents candidats en termes de révélation, de découverte. Je vais laisser la parole à ma collègue. Bonsoir à tous. Alors, j'ai l'insigne honneur de proclamer les distinctions spéciales qui seront décernées à certains candidats. Donc, je m'en vais commencer avec le trophée coup de cœur de l'année 2024. Il s'agit de Mademoiselle Cédor Mokpokpo Victoire. Trophée coup de cœur 2024 est décerné à Mademoiselle Cédor. On invite le président du jury à remettre le trophée coup de cœur à Mademoiselle Cédor ce soir. On l'ovationne toujours. Merci. Le trophée révélation de l'année 2024 est décerné à Mademoiselle Nikabou Djete Teresa. Mademoiselle Nikabou Djete Teresa repart avec le trophée de la révélation de l'année 2024. On invite le président de la Fédération francophone de débat à remettre ce trophée à Mademoiselle Nikabou Djete Teresa, la révélation de cette année. Il reste encore 2 trophées. Le trophée Maître Joseph Kofigo du public, le trophée du candidat qui a recueilli le plus de votes. Voilà. Il s'agit du candidat Kwevi Ama Didier Billy Yannick. Kwevi Ama Didier Billy Yannick qui repart avec le trophée Kokou Joseph Kofigo. Nous invitons le coach Cyril. Voilà, c'est son coach. On les ovationne, s'il vous plaît. À lui remettre ce trophée. Merci. Et enfin, le trophée Dr Kaïdogbe pour l'excellence féminine 2024, tant convoité, est décerné à Mademoiselle Tourou Napo Ornella Djidjaou. Merci, chers membres du jury. Je voudrais profiter de l'occasion pour témoigner ma gratitude à une grande dame, à une sœur, qui est une figure féminine emblématique dans l'écosystème et dans tout ce qui tourne autour de la promotion de la femme, qui a accepté d'offrir le trophée Dr Kaïdogbe de cette année. Je voudrais célébrer Madame Marie-Jo Trénou, présidente de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Donc, à tout seigneur, tout honneur, Madame,
c'est à vous de donner le trophée. Merci d'ovationner une fois encore cette grande dame, il faut le rappeler, elle fait énormément pour la gente féminine en général, dans l'écosystème culturel, social, économique et de la santé. Madame Trénou Marie-Jo, présidente de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Merci une fois encore également à Madame Kaï Dogbe, au docteur Kaï Dogbe, pour son engagement également aux côtés de la femme, pour la cause féminine. On applaudit très fort notre lauréate. J'espère, mesdames et messieurs, et le président du jury, que nous allons maintenant dire le nom du sacré. Il faut quand même reconnaître que la mission est lourde. Très, très, très lourde. Et devant vous, j'ouvre l'enveloppe. Suspense. Alors, voilà. Troisième vice-champion, joute verbal francophone 2024. Oui, devinez. Nama Cyriel Johan Kenzi Idriss. Il a 12,95 de moyenne sur 20. Monsieur Nama. Nama qui repart avec la troisième place, voilà. Et nous invitons Madame Demanan Kanfechina à remettre Kanfechina, voilà. Excusez-moi. S'il vous plaît, on ovationne très très fort les candidats. Alors, deuxième vice-champion. Oui, deuxième vice-championne, joute verbal francophone 2024, Nikabou Djeto Teresa. Nikabou Djeto Teresa. Deuxième vice-champion, joute verbal francophone 2024. Son trophée lui sera remis par Monsieur Luc Agbetoro. On les ovationne très fort. C'est un parcours d'hardiesse, de combattants, une bataille de titans qui a été menée. Et pour cette grande finale, ils sont sacrés. Les champions, les représentants des orateurs du Togo. Alors, messieurs, Kwevi, Amadidier et Akbeko Komi sont priés de venir nous rejoindre afin qu'on puisse les départager. Les deux candidats restants sont priés de venir nous rejoindre sur scène afin que nous puissions les départager. Nous arroger le droit de les départager. Parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais il y a une dernière épreuve. Est-ce que vous êtes prêts pour l'affrontement final? Prêts? Ce n'est plus verbal, hein, c'est physique. Hein? Bon, je vais vous rappeler, puisque vous le savez certainement, les règles du jeu.
Règle numéro 1. Règle numéro 2. Règle numéro 3. Alors, premier vice-champion Joute Verbal francophone 2024, Monsieur, voilà, Monsieur Kwevi Ama Didier. Monsieur Kwevi. Voilà, félicitations. Alors, le jury ou bien le public a l'honneur de proclamer justement le résultat final avec moi. Donc, champion Joute Verbal francophone 2024. Merci. Meilleur orateur, Monsieur Akpeko Komi Moïse. Monsieur Akpeko Komi Moïse est sacré meilleur orateur du Togo 2024 au Joute Verbal francophone. Mais bien avant, nous allons inviter Madame Isabelle Ba, la représentante de l'OIF, à venir remettre le trophée au premier vice-champion des JVF. Premier vice-champion, s'il vous plaît. Abili. Merci à tous les partenaires. Et pour le lauréat, mesdames et messieurs, j'aimerais vous voir. C'est vrai que je respecte votre titre et rang. J'aimerais voir tout le monde debout avec du bruit. Sous un tonnerre d'applaudissements, le premier conseiller de l'ambassade de France, Monsieur Christian, voilà, Robert, a venu remettre le trophée du meilleur orateur 2024 des Joutes Verbales francophones à Monsieur Moïse. Faites du bruit pour Moïse, sacré champion des JVF 2024. Merci à Monsieur Frédéric Chatou, le président de l'association Juna. Merci à Monsieur Hugo Roussel. Nous allons inviter bien sûr les autorités à s'approcher des candidats pour une photo, pour immortaliser cet instant. Mesdames et messieurs, on leur fait du bruit.